Salut à tous, c'est Adrien, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un podcast dans l'air du temps cette semaine, le Best 25 Under 25, les 25 meilleurs joueurs de moins de 25 ans d'ESPN a une nouvelle fois fait parler cette semaine, donc on a décidé de ressortir une tradition Dunk Hebdo, les meilleurs joueurs de 23 ans et moins. Avant donc de détailler, de rentrer dans les détails de nos classements, il faut accueillir nos deux camarades du jour. Et on commence donc avec celui qui travaille actuellement à la formation d'un prospect pour une draft aux alentours de 2029-2030. C'est le jeune papa Tom. Comment ça va, Tom? Ça va et toi? Grave, Vous allez bien les gars? super. Eh ben, très bien. Et donc le troisième intervenant, vous venez de l'entendre et vous vous en doutez, c'est l'expert du sujet, celui pour qui regarder des jeunes joueurs et les mettre dans un tableau, ça s'appelle un mardi. Et c'est Alan. Comment ça va, Alan? Salut Adrien, salut tout le monde. Ça s'appelle une partie de plaisir, exactement. De plaisir, mais aussi un peu de casse-tête. On va en Ouais. parler évidemment. On va détailler tout ça d'ici quelques instants, bien sûr. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo et aujourd'hui, on s'attaque donc aux meilleurs joueurs de NBA de moins de 23 ans. Donc, messieurs, comme je le disais dans l'intro, c'est le retour du top 10 des meilleurs joueurs de 23 ans. L'année dernière, on avait des noms encore comme Ben Simmons, Devin Booker, Karl Anthony Towns. Ils étaient dans le classement. Cette année, ils ne sont plus là, hein, avec nos critères de sélection, puisqu'il en faut bien un. Alan, d'ailleurs, puisque tu es un peu l'instigateur de ce classement, je te laisse rappeler nos choix. Ouais, en gros, on avait, avec Tom, Pierre et qu'on salue et Ben, c'était à l'été 2018, on avait fait ce classement-là pour la première fois. Et en gros, on avait pris le modèle de Nate Duncan, qui est un podcasteur américain, qui fait pas mal de podcasts maintenant, et qui lui avait fait ce podcast-là en établissant la date de 23 ans et moins, en disant qu'en gros, historiquement, quand on a 23 ans, c'est comme si on sortait de l'université plus un an, donc X plus un. Et donc on pouvait dire qu'après à 23 ans, si on avait fait un cursus complet à la fac et qu'ensuite on était dans sa première saison NBA, on avait sans doute atteint un développement déjà assez conséquent pour ne plus être catégorisé comme prospect. Donc on avait trouvé ça plutôt intéressant. On avait dit que c'était peut-être mieux que de dire bah voilà, les joueurs dans un contrat rookie ou les joueurs qui ont 25 ans. De toute façon, il faut bien trouver quelque chose pour choisir et on avait choisi ça. Voilà, donc ça c'est les critères de choix évidemment, et après il y a les critères de classement, et ça va être autre chose, ça va être plus personnel. On va chacun avoir des critères par rapport au niveau actuel, peut-être le potentiel, c'est ce qui a beaucoup fait parler d'ailleurs sur le classement d'ESPN. Avant qu'on attaque la liste, du coup messieurs, justement on va commencer par là, je vais vous demander comment vous avez pondéré ces différents critères, et du coup je vais te donner la parole à toi Tom pour commencer. Comment tu as évalué tous ces jeunes joueurs de moins de 23 ans? Alors, comme Alan le disait, ben, nous, on a la tradition de fonctionner par tiers, en fait, dans ce type de classement. Donc, j'ai fait des tiers. Donc, j'ai mon premier tiers, c'est candidat MVP à l'heure actuelle. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas parti sur un classement, en fait, de prospects de moins de 23 ans. Parce que quand tu te prends le terme prospect de moins de 23 ans, ça veut dire que tu fais une différence. En fait, tu vas favoriser, entre guillemets, les joueurs moins âgés parce que tu penses qu'au moment où ils atteindront l'âge limite, ils seront meilleurs que le niveau qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils sont peut-être meilleurs que des joueurs qui ont déjà l'âge. Par exemple, si tu peux prendre l'exemple de Devin Booker, par exemple, sur le classement d'ESPN. Tu as eu la Melo Ball devant pour les mêmes raisons. Donc, moi, j'ai vraiment fait, si par exemple, je devais commencer une saison NBA aujourd'hui, qui sont les meilleurs joueurs de moins de 23 ans? Moi, c'est comme ça que j'ai fait et que j'ai organisé mes tirs comme ça. Ah, donc avec le niveau actuel au centre du classement Voilà. chez Tom, comment ça se passe chez toi Alan? Moi, c'est un mix. Il y a le niveau actuel. J'aurais pas de rookie dans mon top 9. Je pense que moi, j'ai vraiment 9 joueurs qui sont vraiment détachés. Euh, et que j'ai répartis donc dans différents tiers, comme l'a dit Tom, avec le premier tiers, candidat NBA, candidat MVP, first ou genre All NBA chaque année, quasiment. J'ai mon deuxième tiers où j'étais assez satisfait de trouver ça. Je pense que ces trois joueurs-là peuvent être les meilleurs joueurs d'une équipe qui passe un ou deux tours en playoff. Ça va être ces deux joueurs-là. Ça va être trois joueurs dans ce tiers-là. Et ensuite, c'est des joueurs qui peuvent atteindre le tiers au-dessus, donc qui peuvent devenir ça, mais qui ont encore une déficience, je trouve, dans leur jeu et dans leur développement. Ça m'amène tout ça à 9 joueurs. Et après, j'ai un panier de plein de joueurs que j'aurais pu mettre en 10. Mais par contre, je fais beaucoup de. Je mets allez, 20% de projection quand même dans les 100%. J'essaye de mettre un petit peu de projection. Si tu es plus jeune, je vais un peu te monter, on va dire. Mais pas énormément parce qu'on parle ici
joueurs qui ont souvent quelques mois de différence. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, bon, moi je suis un peu comme toi, Alan, un peu différentière. On va les détailler, mais qui se ressemblent là-dessus, avec le potentiel du joueur en tant qu'option numéro un. Forcément, ça te fait remonter là-dedans. Et puis il y a un critère un peu supplémentaire, moi qui m'a posé beaucoup de problèmes. On y reviendra peut-être. C'est celui du profil de certains joueurs, de leur rareté dans la NBA actuelle, de l'importance d'avoir un joueur de ce profil-là ou de ce poste-là dans ton équipe, dans ta construction, dans l'objectif d'atteindre ou de faire le meilleur parcours en playoff. Donc ouais, il y a tous ces différents critères et donc des différents tiers, comme tu le disais Tom, on fonctionne par tiers, par tradition chez Dunk Hebdo, et avec les tiers, je pense qu'on est obligé de commencer par le haut du classement pour en discuter. Et la question, bon, plus que qui, c'est plutôt combien de joueurs dans le palier 1, a priori un seul. Ouais, pour tout le monde, ouais. Un seul, bon bah on parle de Luka Doncic, on va dire, messieurs. Tom, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet incroyable joueur de basket qu'est Luka Doncic? Bah, c'est le seul joueur de la liste qui est candidat au MVP cette saison, qui était top 5 MVP l'année dernière. Et c'est Déjà. le joueur voilà, dans un système où aujourd'hui la NBA est le centré. Pour moi, enfin, c'est le jeu dans un système où le jeu est lieu centré. Il était l'an dernier à la tête de l'équipe qui avait le meilleur offensive rating de l'histoire. C'est incroyable, quoi, alors qu'il a que 2 saisons dans la ligue. Quand il est arrivé, on se disait, quand il est arrivé, on se disait, ok, dans sa saison rookie, il fait déjà tout ça, ça va, sa progression va pas être énorme. Et depuis, j'ai l'impression que c'est l'un des joueurs qui a le plus progressé, alors qu'il partait déjà avec pas mal d'avance. Donc pour moi, c'est sans contestation possible que Luka Doncic est devant, en fait, seul dans ce tiers-là, puisque en plus de sa production individuelle à lui, il a tout, en fait, le jeu offensif de l'équipe qui repose sur lui, sans qu'il ait, en fait, un deuxième créateur qui puisse jouer avec lui et lui permettre d'avoir des positions entre guillemets off. Donc l'entièreté, en fait, du niveau plancher et plafond de l'équipe dépend de lui, et quand Luka Doncic met ses tirs extérieurs, Dallas est inarrêtable. C'est ça. Bon, je pense que tu vas être d'accord, Alan, sachant qu'en plus, comme tu le disais, tu parlais un peu de la jeunesse, du bénéfice de la jeunesse. Il a même pas 22 ans, donc il y a rien à dire. 36% d'usage, quasiment 60% de true shooting, alors que son premier mois de compétition était horrible à 3 points. Donc, qu'il soit remonté aussi haut, c'est impressionnant. Il fait 44% des passes décisives quand il est sur le terrain. Il a baissé son nombre de pertes de balles. Il va sur la ligne, une catégorie que j'apprécie énormément. Il va sur la ligne. Tom a tout dit, c'est le leader. Pour moi, c'est le meilleur joueur offensif de l'histoire de la NBA à 22 ans. Un joueur à 22 ans a jamais été aussi fort. Peut-être LeBron, mais j'étais pas là pour le vivre, donc je vais pas parler de moi. C'est le meilleur joueur. Magic, peut-être. C'est ça. Pour moi, c'est le meilleur joueur offensif de 22 ans que j'ai vu jouer au basket. Et surtout, comme Tom l'a dit, il est Dallas en fait. Si Dallas, alors oui, des fois Dallas peut gagner sans lui, puisque c'est une équipe qui sur un barrage à 3 points peut gagner, c'est ce genre d'équipe là. Mais rien de plus à dire, il plane sur la ligue. Ouais, c'est ça, je vais pas rajouter grand-chose, vous avez tout rappelé statistiquement. Comme tu disais, en plus, le début de saison était compliqué. Là, il est en train de ramener Dallas, vu qu'il est Dallas, dans les playoffs. Ils sont dans la course et ils sont plutôt dans une bonne dynamique. Et puis, il y a ce que tu disais qui est un peu moins tangible que des statistiques, mais il y a cette capacité à 22 ans d'avoir la main mise sur un match et sur le rythme d'un match qui est digne des Chris Paul, des Jason Kidd, des LeBron James. C'est impressionnant de voir ça pour un gamin de cet âge-là. Donc je pense qu'on va pas s'éterniser sur Luka Doncic, qui est clairement le meilleur joueur de moins de 23 ans. Et on va commencer peut-être à un peu plus discuter sur le deuxième tiers. Cette fois, Alan, je vais te laisser l'honneur de commencer. Tu avais dit que tu avais 3 joueurs dans ce deuxième tiers. J'ai Jason Tatum, Zion Williamson et Trae Young. C'est là qu'on va pouvoir commencer à discuter, je pense. Peut-être pour moi, c'est 3 joueurs qui, je pense, même avec un supporting cast moyen, te garantissent une bonne attaque en NBA aujourd'hui. Une bonne attaque. On a vu sur les 3 premières années de Trae Young les différences quand il est là et quand il n'est pas là pour Atlanta. Zion Williamson, même avec une construction d'effectifs que je trouve qui ne permet pas de tirer tout ce qu'on pourrait tirer offensivement de Zion, mais qui permet de compenser ça en l'aidant un peu défensivement. Il arrive à faire de vraies choses. Et Tatum, pour moi j'ai Tatum en haut. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de cette liste.
Jason Tatum. C'est déjà 45 matchs de playoff, 5 séries gagnées. Et cette année, c'est 30% d'usage, quasiment 20% des passes décisives. C'est ce qu'on a vu, le développement de Tatum qu'on a vu dans la bulle, qui commence à être de plus en plus à l'aise à la création, et qui a l'arme du pull-up. Franchement, ce joueur-là, sur un setting playoff, c'est extrêmement. C'est un joueur qui, je trouve, peut vraiment élever son niveau avec les playoffs, qui a le pull-up, qui est un joueur des deux côtés du terrain. On parle pas assez de sa défense, je trouve, à Jason Tatum. Et puis Zion très bien à côté, genre qui n'ont pas encore eu la chance de jouer les playoffs, mais qui en fait pour moi, de par leur présence dans un effectif te garantissent d'avoir une bonne attaque en NBA. Et donc pour ça, je les ai là-dedans. Très bien, donc 3 joueurs chez Alan. Tom, est-ce qu'il y a 3 joueurs aussi chez toi? Ouais, alors j'ai 3 joueurs aussi j'ai 3 joueurs dans mon deuxième tiers. Alors j'ai 2 joueurs qui sont les mêmes qu'Alan. Donc j'ai Zion en 2, Tatum en 3. Et le 4e joueur de mon deuxième tiers, c'est Bam Adebayo. C'est Bam Adebayo. Alors j'explique pourquoi en fait. C'est que pour moi en fait, les joueurs qui sont dans le tiers 2 sont des joueurs qui ont de fortes chances pour moi d'être All-NBA. Si je commençais la saison maintenant et que je devais jouer 82 matchs, je pense qu'à la fin de la saison, ce seront des joueurs qui sont tous dans des discussions des All-NBA. Là où c'est un peu pour ça que j'ai pas Trae Young. Enfin, on y reviendra puisque Trae Young, pour moi, il est un autre tiers. Il y a un joueur dans un tiers au-dessus du tiers où il y a Trae Young pour moi. Et j'expliquerai après pourquoi je l'ai un petit peu plus bas. Alors comme Alan l'a dit, pour Zion, enfin pour moi Zion c'est un joueur un peu exceptionnel. Si tu fais un facsimile entre guillemets entre les joueurs qui sont au top de la ligue aujourd'hui et en fait les joueurs qui sont dans mes 2 premiers tiers, t'as par exemple Luka Doncic qui se rapprocherait plus du joueur qui se rapprocherait plus de LeBron James. T'as Zion Williamson qui se rapprocherait plus de Giannis, vraiment avec un joueur qui est difficile en fait à arrêter. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas empêcher d'aller, on peut pas l'empêcher d'aller au cercle. Enfin, les angles que Zion Williamson arrive à trouver pour se rapprocher du cercle, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, les postures. Non, mais c'est incroyable, hein, puisque enfin, le truc qui me choque le plus avec Zion, c'est, en fait, c'est la fréquence à laquelle il va au cercle sans avoir besoin d'être assisté pour y aller. Et ça, c'est quelque chose dont on parle. Et avec réussite, évidemment. Et avec la réussite qui va avec, même si bon, sa réussite au cercle par rapport à la moyenne, elle est à 66%, mais vu qu'il prend énormément de shoots au cercle, bah du coup ça booste son efficacité entre guillemets son field goal général, alors que c'est pas forcément un joueur qui est très 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 efficace sur la finition au cercle, c'est qu'il en fait tellement. Mais c'est tellement dur. Moi, je donne beaucoup plus d'impact au fait d'y aller souvent et d'y aller sans devoir avoir besoin de quelqu'un. Voilà. Ouais, sur les deuxièmes chances. Donc ça, c'est quelque chose c'est d'incroyable. Et pour poursuivre le petit parallèle, j'ai Jason Tatum qui se rapprocherait plus un peu du style Kawhi Leonard. Même si, comme Alan l'a dit, Jason Tatum, c'est quelqu'un qu'on sous-estime. Je trouve qu'on sous-estime sa défense. On met beaucoup trop en avant son attaque par rapport à sa défense. Et je pense qu'on sous-estime sa défense tout simplement parce que c'est un meilleur défenseur sur les ailes qu'un défenseur de face, quoi. C'est pas quelqu'un que tu vas voir. C'est pas un lockdown defender sur l'homme. Par contre, c'est un joueur qui est toujours bien placé, qui un bon défenseur d'équipe. Son envergure. Voilà, c'est bien utiliser son envergure pour tout ce qui est pour les deny, pour ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est très actif en fait côté faible. Donc ça c'est des choses qu'on voit pas forcément. De Jason Tatum on va plus retenir par exemple on va plus retenir les step back à 3 points, les actions flashy plutôt que des choses qui font que certaines choses en attaque n'arrivent pas. Et Bam Adebayo, je le rapprocherais plus du coup d'Anthony Davis en fait. C'est aujourd'hui le pivot que tu veux avoir en playoff parce que c'est celui qui a le moins de faiblesse. Et ce que vous pouvez lui reprocher avant Bam Adebayo, c'est que c'était un joueur qui était plus talent dépendant. Et cette saison, la raison pour laquelle moi je l'ai dans ce tir là, c'est que Bam Adebayo c'est plus un talent dépendant, c'est quelqu'un qui fait partie vraiment du système. C'est un peu un mini Jokic il y a peut-être 3 ans. Où tu vois il y a beaucoup de dribble and off qui sont joués avec lui, il y a beaucoup de choses, il t'apporte énormément en fait des deux côtés du terrain et il arrive à il a réussi à se développer un shoot à mi-distance et beaucoup de son attaque aujourd'hui
et non assisté. Donc ça veut dire qu'il a une forte génération création par lui-même et c'est quelque chose que je valorise notamment sur du setting de playoff. Intéressant, vous avez tous les deux 3 joueurs dans ce deuxième tiers, le troisième n'étant pas le même. Moi j'en ai que 2, et évidemment c'est les 2 joueurs qui sont en commun avec vous, qui sont Tatum et Zion, parce que effectivement ce tiers 2, tu vois, t'as parlé effectivement de Bam qui était plus talent indépendant, de Trae Young, toi Alan, qui porte l'attaque des Hawks évidemment, sans et avec, la différence c'est le jour et la nuit, mais on y reviendra sur ces Hawks probablement. Moi j'ai du mal à mettre ces 2 joueurs-là aux côtés de Tatum et Zion, que je vois dans ce tiers. Clairement ça peut être mon franchise player, mon option 1 d'une équipe de playoff où je vais loin et genre je suis sûr de ça, et après je peux construire mon effectif avec comment dire, sans grand doute. Alors là où Bam et Trae, je les vois plus, si c'est vraiment mon point central de ma construction, je vois plus facilement les faiblesses que m'amène leur profil pour construire mon équipe. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus bas, mais je pense qu'on pourra redévelopper quand on reviendra dessus. Mais on est à peu près d'accord déjà, en tout cas sur bon, Luka 1, Tatum, Zion, et puis après on va commencer à discuter. Et donc la question va être la définition de votre tier 3, puisque c'est là qu'on va retrouver probablement, j'imagine, Bam chez toi Alan, et peut-être Trae chez toi Tom, on verra. Comment, tiens Alan, vas-y, comment toi t'as défini ton tier 3 et pourquoi Trae était au-dessus de ces joueurs-là? Petit point sur Trae Young, comme tu le dis, je trouve qu'on prend acquis le fait qu'un mec de 22 ans soit en 25-10 tous les soirs en générant 45% des passes décisives quand il est sur le terrain. C'est pas normal. Il faut le dire, c'est pas normal. Son free throw, il va sur la ligne énormément. Alors les gens râlent. Oui, mais ceux qui étaient sur YouTube ont vu ma tête à ce moment-là, Oui. parce que les Bulls viennent de jouer à Atlanta. Mais vas-y, Ah oui, je mais t'en prie. comme d'autres joueurs avant lui, il s'est Eh tiré profit d'une règle. Oui. Comme peut le faire tout le monde- Harden, et qui peut générer le même genre de frustration. Exactement, tout le monde peut le faire. Il a un free throw rate de 48% cette année. Mais est-ce que tu trouves pas qu'il est son efficacité du coup est trop dépendante de ça parce que c'est un joueur qui a c'est un joueur qui a beaucoup de variance entre son EFG et son true shooting du coup Oui, à cause du facteur lancer franc et du coup on a vu que quand il a pas les lancers francs au final son jeu est beaucoup moins efficace et il y a beaucoup de diffusion en moins. Est-ce que tu trouves pas du coup que le fait qu'il ait un haut free throw rate, alors oui il l'a, mais est-ce que c'est pas plus quelque chose de variante qui peut se corriger avec les changements d'arbitrage qui auront peut-être lieu, par exemple, en playoff? sûrement, mais il aura toujours pour moi l'arme du pull-up, Oui. en fait. S'il n'avait pas l'arme du pull-up, comme un joueur que j'ai plus bas, tout en haut du tier 3, et qui pour moi est à un pull-up d'être dans le tier 2, Je vois de qui tu parles. on parlera, je pense que tu vois de qui je parle. Euh, je pourrais dire oui, avec si on était en setting playoff, ça peut poser problème. Mais si tu es capable de tirer en sortie dribble comme lui, ça peut poser un peu moins de problèmes. En fait, voilà, juste ça. Oui, on parle de sa défense, oui. Mais en fait, cette année, je suis désolé. Est-ce que les gens parlent pas Atlanta est quatrième à l'Est? Ouais. Et tu Ouais. disais ça, Tom, moi j'ai Triangle dans ma third All NBA Team cette année. Donc c'est pour ça que je l'ai dans ce classement-là. Pour moi, il est All NBA cette année. Donc je comprends qu'on ait d'autres joueurs avant lui. Je peux comprendre. Ça fait partie du débat. Mais pour moi, il est All NBA third team cette année en tant que guard. Donc c'est pour ça que je le valorise ici. Mon tier 3, c'est des joueurs qui sont tous à quelque chose dans leur jeu. Ça peut être le pull-up, ça peut être la capacité de playmaking pour les autres. Ça peut être la création pour soi dans une optique de playoff, de défense resserrée. Donc à une de ces choses-là, d'atteindre le tiers 2. Et j'ai 5 joueurs dans ce classement-là, Adrien. Je sais pas si tu veux que je les dise maintenant. Mais, Bon, écoute, tu peux y aller, je pense, parce que on va reparler de Trae quand il sera dans notre classement avec Tom, donc je pense qu'on peut. Vas-y, tu peux citer des noms. Donc j'ai Shai Gilgeous-Alexander, j'ai Ja Morant, j'ai Bam Adebayo, et j'ai Brandon Ingram, et j'ai De'Aaron Fox. Voilà, ces 5 joueurs-là sont dans son tirant. Ça fait 9 joueurs déjà qui sortent, j'ai plus que 15 spots, mais voilà, ces 5 joueurs-là, donc ça peut être le pull-up pour l'adresse, le pull-up à 3 pour Ja Morant, ça peut être pour Brandon Ingram, pour Shai Gilgeous-Alexander, j'ai pas grand-chose à lui reprocher en fait dans son jeu, typiquement. Les minutes. Il est à 28% de taux d'usage, 62% de true shooting, 31% des passifs quand il est sur le terrain. Il m'a prouvé cette année qu'il pouvait amener un supporting cast moyen, voire moyen moins, à un niveau solide moyen en NBA. C'est déjà énorme dans une troisième année. Il suit la progression linéaire qu'on attend
role player parfait en saison rookie. Euh, Très bon joueur, mais aux côtés de Chris Paul et Schroeder dans une année 2. Et là, voilà, année 3 où pour moi, il aurait pu vraiment être prétendre à une position All-Star. Et après, De'Aaron Fox, Ja Morant, il me faut juste un petit peu plus de pull-up pour les mettre en haut, mais ça reste des joueurs offensifs incroyables. Et bam, pour tout ce qu'a dit Tom, j'ai rien à rajouter. Ok, Tom, ce tier 3 alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, mon tier 3, juste pour revenir, il y a juste une chose sur laquelle je suis pas d'accord avec Alan, c'est quand il a parlé de progression linéaire pour Shea. Pour moi, c'est pas du tout une progression linéaire en fait. Ouais, ouais, Ça n'existe va pas. pouvoir, je pense, détailler C'est ça qu'il a fait. joueur par Ouais, joueur. c'est pas normal, c'est pas normal. Ça que Ouais, tu veux voilà, dire. c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est pas genre faible usage. Enfin, ouais, ouais. pour moi, il a vraiment grillé Hmm. des étapes. Alors moi, dans mon tier 3, en fait, j'ai un joueur seul. Ah, Je pense que c'est le dernier joueur de ton tier. Alors moi, j'ai dit Aaron Fox. J'explique pourquoi De'Aaron Fox à l'heure actuelle. Pour moi, je pense que c'est le joueur qui a le plus de chances de figurer à mon avis, hein, qui a le plus de chances de figurer dans une All-NBA si je commençais la saison maintenant, en fait, quand je vois son niveau actuel et ses récentes performances avec les Kings. Alors oui, les Kings ne gagnent pas, mais c'est vraiment pas de la faute de De'Aaron Fox. C'est un joueur qui est vraiment impressionnant. Il a eu, on va dire que sur la progression de son shoot, c'est assez sinusoïdal où il a commencé, enfin sa première saison, il était pas bon. Il y a eu un petit jump dans sa deuxième saison. Il était un peu décevant la saison dernière et cette saison, il est en progression vraiment constante. Et plus que ça, en fait, moi, la raison pour laquelle, en fait, je le mets dans le tier 3, c'est que j'avais du mal à construire un argumentaire où je pouvais placer l'un des joueurs de mon tier 4 devant lui. Enfin, pour moi, par rapport aux critères que j'observe. Et en fait, De'Aaron Fox, ce qui m'impressionne et ce que je mets en avant le plus par rapport à lui, c'est déjà la faiblesse de son supporting cast, pardon, par rapport aux autres joueurs qui sont dans mon tier 4. Donc l'équipe est totalement dépendante de ce que lui va faire et parfois quand lui il est exceptionnel, ça suffit pas forcément pour les faire gagner. Et une des raisons aussi pour laquelle il est dans mon tier 3, c'est malgré que De'Aaron Fox c'est un joueur qui est un peu ball dominant entre guillemets, c'est un joueur qui a beaucoup la balle dans les mains. C'est quelqu'un qui cette saison avec l'arrivée d'Ali Burton et les Twig World Lineup parfois avec parfois là Dylan Wright et même Buddy Hield, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler sur la relocation et pour moi c'est un skill set qui est important puisque il a développé son shoot avec la balle et il développe aussi son shoot sans ballon et il se rend disponible parfois sans ballon. C'est pas quelqu'un qui, comme Trae Young, on en reviendra tout à l'heure, quand il lâche la balle sur demi-terrain, tu le vois plus, il quitte l'écran parce qu'il recule, il attend. C'est pas quelqu'un qui fait ça. Fox, c'est quelqu'un qui va lâcher la balle et qui va poursuivre entre guillemets l'action en se disant que le ballon peut peut-être lui revenir et vu qu'il a travaillé son shoot, il pourra aussi sanctionner sans forcément avoir la balle en main et c'est pour ça que il est pour moi seul dans ce tiers là. Là où les joueurs qui sont dans mon tier 4, en fait, il y a dans mon tier 4, par exemple, les raisons pour lesquelles les joueurs sont pas avec De'Aaron Fox. Par exemple, pour Shea, il a montré énormément de bonnes choses, mais pour moi, il n'y a pas assez de minutes. Et j'aurais voulu plus de minutes, en fait. Il a à peu près, c'est un critère qui 1175 minutes. Voilà, il a 1175 minutes. C'est à peu près l'équivalent de Porter Junior qui a raté beaucoup de matchs parce qu'il a eu 2 fois le Covid. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée en termes de minutes. Young, c'est par rapport... Bon, il n'est pas dans le même tiers que Trae Young par rapport à la scalabilité, pour moi, qui est trop théorique de Trae Young. Là où Trae Young, c'est un joueur qui joue avec des shooters qui peuvent passer cette saison. Et même dans le match contre Chicago, par exemple, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'utilise pas assez son potentiel de relocation et quand il lâche la balle, il a terminé. Et ça, c'est quelque chose que, si par exemple, il développe ça, pour moi, c'est quelqu'un qui passerait dans le tiers 3, voire 2, quoi. Et même si la défense est problématique, puisque à ce poste-là, l'attaque est beaucoup plus importante pour moi. Et pour Ja Morant, la raison pour laquelle il est dans mon tier 4 et pas dans le tier 3, c'est vraiment pour tout le côté en fait irrégularité au scoring. Bon, c'est quelqu'un que j'observe souvent en tant que fan de Memphis, en tant voilà, qu'expert français des Grizzlies.
C'est ça. Donc, c'est vraiment l'irrégularité au scoring. Comme Alan a dit, la faiblesse dans le tir de loin, puisque c'est l'un des meilleurs finisseurs au cercle de toute la NBA. Mais c'est son tir de loin, en fait, et surtout la menace sur le pull-up qui le ralentissent. Mais surtout, en fait, Ja Morant, c'est un meneur qui score. Et c'est pas un scoreur qui joue poste 1, en fait. Et je sais pas si il a la volonté d'agression comme Trae Young de scorer à chaque fois en fait. Il prend Ok. beaucoup plus de plaisir cette saison à faire la passe alors que je pense que c'est un moins bon initiateur mais c'est un meilleur joueur héliocentré. Un moins bon initiateur. Attention aux liaisons. Montaigne surveille, Voilà, Tom. c'est ça. Mais ouais, bon, Tom qui a pris la parole, qui a fait tous les prospects des tiers 3 et 4, enfin tous les joueurs des tiers 3 et 4, donc il y a beaucoup de matière, on va pouvoir faire un débat de beaucoup de choses. Bon, parce que après ton tiers 3 n'avait qu'un joueur, donc forcément ça méritait précision. T'as évité quelques pièges d'ailleurs de relance en expliquant pourquoi. Moi dans mon tiers 3, c'est limite mes tiers 3 et 4, c'est 3 et 3 et demi. J'ai eu beaucoup de mal à dégager certains joueurs pour différents critères. Alors dans mon tiers 3, on va dire, j'ai 3 joueurs, j'ai Shai, j'ai Bam et j'ai Fox. Shai et Fox, t'en as parlé, L'irrespect Tom. pour Trae Young, mais l'irrespect. Eh oui, mais on va y revenir. Mais donc Shai et Fox, je vais pas revenir sur tout ce que t'as dit, Tom, mais je suis relativement d'accord, sauf que moi je n'ai pas pénalisé Shai par rapport à ses minutes, parce que les minutes que j'ai vu le gars, comme tu le disais, avec cette progression qui n'est pas linéaire, qui est surréaliste parfois, je l'ai vu être le meilleur joueur sur le terrain plusieurs fois pendant des matchs de KC. Et c'est impressionnant à ce niveau-là. Et dans cette optique que j'ai essayé de garder depuis le début de, bon, si c'est ma pièce principale de mon équipe, j'accorde une grande valeur à avoir un meneur comme lui maintenant qui joue juste. Qui fait jouer les autres, qui est de plus en plus efficace, comme tu l'as dit, qui a progressé sur son shoot sans la balle aussi en catch and shoot. Il devient un shooter régulier, donc une menace que tu es obligé à défendre. Et avoir ce meneur, sur lequel tu peux compter au moins en termes de plancher, parce qu'après on reparlera de plafond. Pour moi, c'est une très grosse importance si tu n'es pas de la trempe des Luka Tatum Zion qu'on a évoqué juste avant. Fox, je vais pas revenir dessus, tu as bien développé. Pour moi, il est à peu près dans cette même optique. Et j'ai Bam aussi, parce que Bam, c'est un peu le profil un peu unique dans toute cette liste, parce qu'on parle d'un intérieur, même si Zion en est un aussi, mais Ban, un intérieur peut-être plus classique, comme tu le disais, qui était pendant un temps talent dépendant, qu'il est peut-être moins, donc déjà ça le fait grimper, et qui aussi gagne de la valeur pour moi par rapport justement à l'unicité de son profil dans cette classe d'âge, parce que sur tous les joueurs qu'on a cités jusqu'à présent, il y a beaucoup de meneurs, il y a quelques ailiers, il y a le cas Zion qui est un peu particulier, et donc il y a Bam. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette classe d'âge, ce qui va lui donner une certaine valeur, c'est qu'à un moment donné, sa concurrence va être beaucoup plus faible, et donc si tu as Bam Adebayo, forcément ça t'amène à avoir un avantage de mismatch, en tout cas à cette position-là par rapport à tes adversaires, et je trouve que ça lui donne cette place-là dans ce tiers, et le tiers en dessous que je préfère appeler 3.5 que 4 parce que j'ai un peu du mal à vraiment les classer en dessous. Effectivement, tu retrouves Trae, tu retrouves Ja, et tu retrouves pour moi Ingram, et tu l'avais évoqué aussi un peu, Alan. Et Trae, je suis d'accord, je pense que c'est celui sur lequel on peut passer le plus de temps, mais je suis d'accord à ce que tu as dit, Tom. Le fait que quand il lâche la balle, quand il lâche la balle, il arrête de jouer, c'est quelque chose pour moi qui est très gênant, mais c'est aussi un aspect personnel. C'est quelque chose qui va au-delà des stats, et il y a tout son leadership, c'est-à-dire que si c'est mon option 1, comme on l'évoque depuis tout à l'heure avec tous les différents joueurs, les soucis de vestiaire qu'il y a eu, les matchs où Trae refuse carrément de jouer, pratiquement sur le terrain, de prendre des tirs, etc., c'est quelque chose qui me gêne dans l'appréciation du joueur à l'instant T. Mais effectivement, tu l'as rappelé, Alan, et je pense que je vais te relaisser prendre la parole évidemment pour défendre le 4A. Effectivement, il a 22 ans, il a tout juste 22 ans, et il a le temps aussi de faire des choses, mais peut-être que là, je lui ai laissé moins de bénéfices par rapport à l'âge. Donc vas-y, je t'en prie, t'as la parole, Alan. Non, mais j'entends. Pour moi, il est vraiment. J'ai le groupe des guards, Shea, Ja et Fox, je trouve que c'est un groupe très important. Pour moi, Trae Young n'est pas dans la même cour que ces trois-là. Personnellement, Pour toi, il est au-dessus. Pour toi, il est largement au-dessus offensivement. Peut-être pas largement, mais pour moi, il est au-dessus. C'est pour ça qu'il est dans le tir au-dessus. Au début, je me suis dit non, je vais avoir que Tatum et Zion dans ce tier 2, je pense. Et je me suis dit non, pour moi, Trae Young peut mériter d'y être.
on lui met un effectif. En fait, j'ai l'impression que là, on parle plus de Trae Young, on n'en parle que quand ça va mal, en fait, des soucis C'est et tout vrai. ça. Le début de saison, c'est vrai, mais en fait, depuis. Alors, on va me dire, oui, c'est l'Est, peut-être, mais ils gagnent des matchs. Ils sont Ouais, ils sont quatrième. cinquième. Hein. Ils sont 4-5e, ils se battent pour avoir l'avantage du terrain à l'Est. Alors que Gallinari, Bogdanovic ont loupé des matchs. Euh, l'effectif, Hunter, Redditch aussi, voilà, ils ont Collins plus aussi. Rondo, DeAndre Hunter, Reddish sont blessés. Chris Dunn aussi a raté plein de matchs. Et lui, il est là. Alors oui, il est peut-être, il est peut-être pas le plus sympa collectivement à regarder. Il n'est pas peut-être le plus impactant défensivement. Il est peut-être Ah, ça, c'est le cas de le dire. l'un des moins de la NBA. T'as vu, Peut-être. personne n'a mentionné ça. Peut-être. Personne n'a mentionné Il a un ça impact volontairement. défensif, si c'est un des plus impactants de la NBA défensivement, mais dans le mauvais sens du terme. Peut-être, mais chaque soir, il m'amène 26 points, 10 passes, 45% des passifs quand il est sur le terrain, il perd moins de ballons. Euh, Là où, voilà, Shea, Ja et De'Aaron Fox, pour moi, sont un peu en dessous, mais c'est un groupe de 3-4 meneurs qui, voilà, vont être dans les courses pour les sœurs, même des second All NBA dans les années qui vont arriver, je pense. Là où pour moi, Trae Young, bah, il est déjà là, en fait. Pour moi, il est déjà à ce niveau-là. Donc, mais je comprends je comprends qu'on les. C'est vrai que j'ai toujours été très haut sur Trae Young. C'est peut-être ça aussi c'est un Il y a un biais. peu d'affectif dans ces classements aussi, Ouais, on va pas se mentir. sûrement. Il y a sûrement de l'affectif, il y a sûrement du type de jeu. Moi, j'adore les joueurs héliocentriques. C'est quelque chose voilà, les joueurs héliocentriques, c'est quelque chose qui me fascine toujours et j'ai toujours tendance, voilà, à dire, bah ouais, bah c'est beaucoup plus difficile de trouver ce type de joueur-là qu'un type de joueur. On va peut-être dire qu'il y a des UND qui sont plus complets, il y a peut-être des pivots qui sont plus importants défensivement, mais trouver ce type de joueur-là, c'est tellement compliqué, tellement dur et tellement essentiel en réalité dans la NBA d'aujourd'hui que je vais peut-être le surcoter. On va pas se mentir, je vais sûrement le surcoter. Ouais, non, mais là, tu pointes de doigt quelque chose d'intéressant. On va pas refaire tout le débat sur l'héliocentrisme. On vous renvoie vers un podcast qu'on a fait à ce sujet-là. Mais sur le profil que tu veux comme soleil, et c'est quelque chose qu'on avait un peu débattu. Et c'est peut-être là où moi aussi j'ai un peu un affect négatif envers Trae Young qui me fait me le mettre un peu bas. C'est que si je me projette en tant que joueur, moi c'est pas Trae Young que je veux comme meneur. Alors que, tu vois, si on Non, mais parle de Luka Doncic, Tu veux Luka qui voilà. défend pas non plus. Ben voilà, exactement ce que j'allais dire. C'est un peu paradoxal parce que justement, t'as Luka Doncic tout en haut qui a les mêmes types de C'est- défauts que Trae Young C'est pas parfois. pareil. Mais oui, Pour moi, c'est pas Jean pareil. Piton. Pour moi, c'est pas pareil en termes de défense, puisque Luka Doncic, comme c'est quelqu'un qui est assez costaud, enfin, Gros. de point de vue taille, ouais, gros, chubby, Oui. on va dire ça, En bon un peu point. chubby, voilà. En fait, il peut quand même opposer une résistance. C'est-à-dire que Trae Young, tu peux pas le mettre sur un 2. Il peut Non. pas. Non. Par exemple, le match contre les Bulls, le dernier match contre les Bulls. Trae Young, ils essaient de le cacher sur par Chidiakono, sur le meneur Sato. Satoransky. Mm. Trae Young, ils essaient de le cacher sur Satoransky. Par contre, à chaque fois qu'il y a un pick and roll, franchement, à chaque fois qu'il y a un pick and roll et il y a un switch qui s'opère où je crois que c'était, oui, Capella a joué ce match-là. Capella, par exemple, sort, t'as un truc, tu vois, Trae Young, faudra aller voir les images, mais tu vois, Trae Young, le mec court en fait dans la raquette pour éviter tous les mismatchs pour aller chercher l'autre mec. Non mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Alors c'est pas comment dire. Là où Luka Doncic peut opposer de la résistance s'il est amené à être sur un joueur qui n'est pas entre guillemets à son poste, Trae Young il peut rien faire en fait, puisque la plus petite position lui pose déjà problème. Ah, je suis d'accord avec toi. Après, Je suis d'accord c'est avec pour ça tout ça. c'est pour ça que je compare, c'est pour ça que je compare pas, c'est vrai que j'ai du mal à comparer les deux, puisqu'il y a vraiment des limitations, physiques par rapport à Trae Young. C'est pas de sa faute. Mais pas les ça. deux, la finalité reste que les deux sont pas des défenseurs positifs en NBA aujourd'hui. Oui. Oui, bien sûr. Et t'as ce profil Même si Trae Young est très négatif. Même si pour moi, Trae Young est plus négatif. Enfin, il est plus disruptif pour ton système défensif, pour Voilà, dire les choses c'est simplement. peut-être ça aussi dans ce tiers de joueurs. Et puis du coup, ça va vous permettre aussi de parler un peu peut-être de Ja, où on n'en a pas trop parlé. Et même d'Ingram d'ailleurs, parce qu'on l'a évoqué là Ouais. un peu, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Mais Trae Young peut-être t'impose plus, comment dire, de profil particulier. C'est-à-dire qu'une fois que tu as Trae Young, il faut que tu adaptes ton équipe totalement, enfin ton 5 en tout cas, totalement autour du fait que tu es Trae Young. Peut-être que là où, bon évidemment Luka, mais peut-être que même Shea ou Fox t'offrent plus de possibilités. Tu as des meneurs peut-être avec des profils plus
comment dire, classiques, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui ont moins de faiblesses tellement grandes que ça t'oblige à les compenser par ailleurs avec le reste de ton effectif. Donc c'est peut-être quelque chose qui joue un peu contre Trae Young. Mais du coup, oui, voilà, Ingram, je crois qu'Alan, tu l'avais cité. Ouais. Du coup, pourquoi Ingram est là? Parce qu'on a beaucoup parlé de ses meneurs. Ingram qui est un ailier, donc, et pour l'instant, le seul ailier métier qu'on a évoqué, c'est Tatum dans cette histoire. Donc voilà, je t'en prie sur Ingram. Parce que c'est un ailier, parce que, alors même s'il est dans sa 5e saison, il n'a que 23 ans. Il est arrivé très très jeune. Voilà, comme je dis, il est derrière Tatum dans la case des jeunes ailiers. Il est derrière Zion dans la case des meilleurs prospects, meilleurs joueurs des Pélicans. Mais en même temps, moi, dès que je vois Brandon Ingram, je vois un fort joueur offensif. Vraiment. Un fort joueur offensif qui en plus fait de plus en plus de passes. Cette année, c'est 28% d'usage, 58% de true shooting, alors qu'il prend pas mal de pull-up. J'aime de plus en plus ses finitions au cercle, il est très créatif là-dessus. En fait, on l'a toujours pas vu au top niveau, on l'a toujours pas vu dans des jeux de playoff, mais pour moi, c'est un joueur qui compte en NBA. Il a été All-Star l'an dernier. Il mérite d'être dans un top, dans ce classement-là pour moi. Alors, tu l'as combien là? Je l'ai devant De'Aaron Fox. Et en gros, je l'ai derrière Shea, derrière Ja Morant, derrière Bam Adebayo. Donc, je l'ai 8e. 8, ok. Tom, est-ce que tu es d'accord aussi? Est-ce que Ingram, il souffre pas un peu d'être dans l'ombre de Tatum chez les ailiers, dans l'ombre de Zion maintenant chez les Pelicans, alors que ça reste quand même un très fort joueur à l'aile, en plus, à son âge? Ouais, moi, c'est l'une des raisons pour laquelle il est dans mon 5e tiers, en fait. Il est dans mon 5e tiers, un peu comme... pour moi, ce sont les All-Stars qui sont pas les meilleurs joueurs de leur équipe, en fait. Et un peu pour reprendre ce qu'a dit Alan, je trouve que c'est quelqu'un je pense que son niveau offensif est sous-estimé par rapport au fait que Zion est incroyable, en fait. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'Ingram est aussi fort offensivement. L'impression visuelle de Zion qui... Ouais, qui est très marquante. Et que lui aussi, le problème avec Brandon Ingram, c'est que un peu comme ce qui s'est passé avec les coéquipiers de Zion quand il jouait à Duke. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du spacing autour de Zion, mais on parle pas du spacing autour des joueurs qui pourraient en bénéficier, qui jouent avec lui, en fait. Et Brandon Ingram, c'est un gars qui est vraiment dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait bénéficier du spacing, mais qui doit c'est lui qui doit assurer ce spacing, en fait. De l'assurer, voilà, de l'assurer pour que ce soit viable avec les autres. Avec les autres. Et du coup, moi, je l'ai aussi... Je pense que c'est un joueur qui est vraiment, vraiment très fort, mais qui... peut-être qu'il devrait aller ailleurs, je sais pas. Mais la raison pour laquelle je l'ai dans ce tiers-là, c'est par rapport à l'implication défensive. Moi, par rapport au Brandon Ingram qui était au Lakers, je trouve que défensivement, il a vraiment... baissé de pied, où il semble vraiment un peu moins engagé. Alors, surtout sur la défense loin du ballon, qui est l'une des grosses qualités de Tatum. Ça, c'est l'une des grosses faiblesses vraiment de Brandon Ingram. Alors, quand il était aux Lakers, il était plutôt bon sur cet aspect-là. Et puis, offensivement, c'est tout ce qui est l'implication loin du ballon. Je trouve que Brandon Ingram, c'est un joueur qui pourrait être tellement plus fort. Enfin, c'est incroyable, hein, c'est un joueur qui pourrait être tellement plus fort, mais je trouve qu'il est vraiment très désintéressé à partir du moment où il a pas la balle, en fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle moi je l'ai mis dans ce tiers là. Donc moi il est 10e dans mon classement. Et franchement, je trouve que dans un autre contexte, il serait beaucoup plus haut. Ouais, je suis un peu d'accord. Moi, il est 9, donc chez moi, il est 9 et à peu près dans cette même idée. Je vais pas tout paraphraser ce que vous avez dit, mais dans ce tiers-là, on commence aussi à parler de joueurs qui peuvent être comment dire, des éléments de ton Big Three si on schématise avec des schémas habituels de NBA. Effectivement, Ingram a cette palette, notamment offensive, hein, comme vous l'avez dit, d'être ce gars-là à côté d'un Zion. Techniquement, ça semble être le bon profil, mais il y a ses limites, comme tu disais, mentales, de body language aussi. Je sais que j'y reviens de temps en temps, mais pour moi, ça joue, où on sent peut-être qu'il y a cette frustration de ne pas être justement la pièce 1 de cette histoire. Qui fait qu'il est assez bas, mais comme c'est un ailier et comme tu l'as dit, là au shoot il est impressionnant, ça lui apporte tout de suite une valeur très, très importante. Et vu qu'on a cité 9 gars, il va falloir qu'on cite le 10e selon où il est chez chacun. Qui il y a du coup dans votre tiers autour, alors le tiers pour moi c'est le 5e ou le tiers 4 comme on peut l'appeler, le tiers 5 qui est peut-être fourni chez chacun de vous. C'était peut-être d'ailleurs compliqué à choisir à ce moment-là. Qui vous avez choisi de mettre à la fin dans ce classement? Donc toi Tom, j'imagine 9.
Oui, en 9, c'est DeAndre Ayton. DeAndre Très bien, Ayton, attends, en avant de 11. développer, t'as Ouais. qui toi Alan à la fin de ce classement? Euh, j'ai deux joueurs pour une place, en réalité. J'ai Michael Porter Jr. et Lamelo. Très bien. Mhm. Bon, moi, mon 10e, c'est Michael Porter Jr. Donc, je pense qu'on y reviendra. Tom, vu que tu es le seul à dire pour l'instant DeAndre Ayton, à citer ce joueur-là, un pivot d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, on en parlait un peu avec Bam. Pourquoi t'as choisi de le mettre là? Bon, en fait, tout comme Alan aime beaucoup valoriser l'attaque et le côté playmaking pour les extérieurs, pour les porteurs de balles, moi je valorise beaucoup en fait la défense pour les intérieurs et la progression d'un DeAndre Ayton défensivement et le niveau défensif. Aujourd'hui, DeAndre Ayton, c'est l'encre défensive d'une des meilleures défenses de la NBA. Et ça, c'est quelque chose, franchement, vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, j'aurais pas cru. Alors oui, on peut dire qu'il y a un effet Chris Paul, il y a un effet Michael Bridges, mais c'est quelqu'un qui est vraiment très fort, qui a beaucoup progressé sur la lecture défensive, puisque en fait, aujourd'hui, DeAndre Ayton, il fait du playmaking défensif, c'est-à-dire qu'il réalise des actions qu'on peut comptabiliser, mais il effraie aussi par son positionnement et évite que certaines actions puissent se dérouler un peu parfois à la manière de Rudy Gobert. Par son simple placement, en fait, les défenseurs hésitent un petit peu, les attaquants hésitent un petit peu aussi à l'attaquer et ça change un peu la façon dont tu vas attaquer cette défense de Phoenix. Et je trouve que c'est un joueur qui, s'il était un petit peu plus agressif entre guillemets, un peu plus agressif offensivement, et si il, comment dire, s'il avait moins peur de faire mal aux adversaires, je pense que s'il pouvait punir beaucoup Mais il le plus changera, mais facilement il les le sera mismatchs, il jamais. serait plus haut. Mais il le sera jamais. Mm. Mais je trouve que, enfin, si, pour moi, hein, ce gars-là, si il arrive à punir des mismatchs, c'est un multiple All-Star, je pense, hein. S'il arrive à punir des mismatchs, un multiple All-Star, vu ce qu'il arrive à développer défensivement. Et en fait, les joueurs qui sont dans mon tier 5, c'est un peu un facsimile de ceux qui sont dans mon tier 1, mais un peu moins fort, quoi. Donc, t'as Ayton qui se rapprocherait plus du style de Bam, avec beaucoup de défense et un peu d'attaque. T'aurais la Melo Ball qui se rapprocherait plus du style de Luka Doncic. Porter Junior qui se rapprocherait plus vraiment de Tatum et puis Ingram. Très bien. Alan, tu disais, pour finir le cas Ayton avant de passer à ceux d'après, tu disais il le fera jamais, il passera jamais ce cap supplémentaire que Tom espère. Il n'a pas de physicalité dans son jeu, pour moi, malheureusement encore. Euh, il a tout. Il a tout quand tu le regardes. Mais c'est pas qu'une histoire de capacité, c'est plus une histoire de mentalité pour moi chez DeAndre Ayton, encore malheureusement. Euh, donc Il a tout et en plus il est caribéen. c'est ça, c'est ça, c'est que de qualité, mais Que des il qualités. faut pour moi, il faut qu'il passe ce cap mental de vouloir être le joueur le plus méchant, dominant et marcher sur les raquettes adverses. Il l'a pas encore pour moi. Donc ça limite. Euh, enfin, moi, j'hésite entre Michael Porter, donc j'ai Michael Porter ou Lamelo. Un tir qui est bien très très grand, comme tu l'as dit, le fonctionnement des tirs, plus on descend, plus bah, plein de joueurs peuvent candidater un petit peu. Et si on me dit l'un puis l'autre, je vais pas être scandalisé, je vais pas dire ah. Donc, mais les deux qui sortent du lot, les trois qui sortent du lot, donc c'est Michael Porter, Lamelo et Jaren Jackson. Jackson, je l'ai pas vu de l'année. On en parlait un peu avant l'émission avec Tom. J'entends ses arguments du fait que on sait moins ce que c'est en fait Jaren Jackson encore que les deux autres. Euh, Michael Porter pour moi, il est à un brin de playmaking pour les autres en plus d'être dans le top 5 de ce classement. En même temps, est-ce qu'on le verra faire du playmaking là dans la Bah position à Denver? C'est ça non, aussi. donc c'est pour ça. Là, il est à 4% il fait 4% des assists quand il est sur le terrain. Mm. 4% pour C'est les pas son gens. truc. On a parlé de joueurs, quasiment tout le monde est à plus de C'est par 20% accident. là. Quasiment tout le monde est à plus de 20%. Lui, il est à 4%. Et il fait du scoring d'ISO. Il fait du scoring ISO. 20% de taux d'usage, 65% de true shooting cette année. Ouais, Une c'est ça adresse surtout. une adresse en spot-up qui est incroyable. Mais quand tu Ouais. joues avec Nikola Au Jokic, quand cercle. tu joues avec Jamal Murray, ça aide. Donc tu peux pas le. Il a des stats offensives qui sont incroyables, qui mériteraient d'être plus haut, mais le contexte fait qu'on doit un peu nuancer les choses. Mm. Défensivement, il est toujours moyen. Il est plus catastrophique, il est moyen. Je trouve que c'est mieux maintenant. Ouais, peut-être Surtout, que c'est le bénéfice surtout de ouais. de ce contexte Denver aussi pour lui.
surtout loin du ballon, je le trouve plus intéressant dans le weak side, en aide, là où avant il était complètement paumé dans la bulle et tout ça. Et puis j'ai Lamelo, juste parce que juste parce que je suis content, je suis heureux. Et juste l'avoir dans une conversation pour intégrer un top 10, un top 15, c'est déjà incroyable pour moi. Son playmaking est déjà pas loin d'être élite. Voilà. Ouais, on va en reparler des rookies probablement sur la fin de ce podcast. Donc moi aussi j'ai Michael Porter pour les mêmes raisons que tu as dit. Je trouve qu'offensivement voilà, il commence à être ce qui avait été vendu. Il y avait le conducteur du train Madiane qu'on salue chez nous. Forcément Michael Porter il est impressionnant, son true shooting est énorme. Et là en plus tu vois, tu parlais de défensivement il est moins catastrophique parce qu'il a fait partie quand même des trous noirs un peu à la manière d'un Trae Young. Et puis l'arrivée d'Aaron Gordon aussi le permet à Denver d'encore mieux le cacher, le mettre plus loin du ballon, là où il commence à faire quelques efforts. Il s'est fait un peu gronder, mais vraiment ce profil, pour revenir à la comparaison que tu avais Tom, en disant voilà, ça ressemble au profil d'en haut. Michael Porter, bon, il ne deviendra jamais un grand défenseur, mais quand même il est long, on peut le voir aller chercher aussi des rebonds de manière assez autoritaire, et c'est un joueur qui avait des promesses assez énormes avant d'être blessé quand il était jeune, faut le rappeler. Donc il se rapproche de ça, et il y a aussi ça moi qui me donne un certain affect, le côté bah voilà, on arrive à trouver petit à petit ce joueur qu'on attendait, qui a aussi que 22 ans. Donc voilà, bon, moi il était là, mais effectivement dans ce tiers là on a beaucoup de monde. Et justement je propose de passer à cette question. On va pas développer du coup sur la mélo, Tom, tu vas pouvoir en parler aussi du coup des rookies. Alors il n'y a pas que des rookies dans ce tiers là, mais c'est toujours la question de comment placer les rookies, notamment qu'ils ont peu de temps de jeu. Qui était le plus près apparemment de rentrer là-dedans? Il y a la mélo, mais on peut peut-être citer des Anthony Edwards pour certains. Ouais, Tom, quelle était la difficulté pour toi au niveau des rookies pour l'instant, avant d'évoquer les noms de ceux qui étaient le plus proches? Alors moi la plus grosse difficulté ce sont les minutes et puis le contexte. Enfin cette saison elle est difficile à contextualiser. La Melo Ball, c'est un joueur qui a commencé sur le banc, après qui s'est affirmé en tant que titulaire et puis qui commençait à monter en puissance et après il s'est blessé. Mais du coup on sait pas. Enfin moi j'ai du mal parce que je ne sais pas quelle Lamelo j'ai en fait. Puisque si ça se trouve la très bonne période qu'il a eue, c'était peut-être une anomalie ou pas, je ne sais pas. Et du coup, j'ai très peu de matière sur laquelle je peux m'accrocher. Du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai vraiment il est dans le même tiers, mais il est après Porter Junior et Ingram par rapport au nombre de minutes, en fait. Après, là, pour les autres rookies, j'aurais plus mis actuellement, hein, plutôt à Liberton par rapport à la notion de scalabilité. Bon, on y reviendra aussi avec peut-être Porter Junior, qu'on en parlera sur les choses qui ont été les plus dures pour moi en dehors des rookies. Ce serait plus lui que j'aurais vu plus qu'un Anthony Edwards pour l'instant. Même si les flashs d'Anthony Edwards sont exceptionnels, il y a beaucoup de bas. Il y a eu beaucoup de bas. Ça va mieux, il est quand même sur une pente, disons, plus ascendante. Donc ça joue pour lui, mais pour reparler de la mélo, pour finir un peu sur la mélo qui concentre, pour te donner la balle, Alan, moi aussi, il y a un truc qui m'a fait un peu hésiter, qui a fait qu'il n'est pas dans le top 10. C'est effectivement, bon, ça s'est bien passé, mais il a un contexte finalement à Charlotte où ça s'est super bien passé, dans le sens où on lui a filé les clés et il a les profils à côté de lui qui ont l'air d'aller parfaitement, ça court, ça met en valeur son jeu à lui. Alors effectivement, il le fait très bien et il faut le saluer, mais peut-être que c'est ça aussi qui donne la question, le point d'interrogation que citait Tom, de est-ce que c'est ponctuel, c'est un grand mot, mais disons, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir nous produire sur la continuité? Je pense que toi, tu vas me dire que oui. Dans tout, oui, sauf le tir. Le tir, on ne sait pas en vrai. Pour moi, ça sera toujours un playmaker qui fera des très belles choses offensivement. Et j'aimerais bien qu'on lui mette un vrai rollman pour les prochaines années à Charlotte, parce que je m'infligeais beaucoup Biombo trop de possessions avec Bismack Biombo. D'ailleurs, même le commentateur, quand il prenait des tirs bizarres, il vrillait, le commentateur de Charlotte. On n'en peut plus, personne n'en peut plus de Bismack Biombo. Là où le tir, il est assez encore en série. Des fois, il peut être un peu moins bien, des fois, il est très très fort. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il tire aussi bien. En fait, je m'attendais à vraiment, personnellement, je m'attendais vraiment, et j'étais peut-être un des plus grands défenseurs de la Mélo, je m'attendais vraiment à moins de 30% à 3 points sur la saison. Et au moment où il a arrêté, je crois qu'il a 36 ou 37. Alors, c'est sinusoïdal, comme aime bien le dire Tom, mais
ça reste quand même très impressionnant pour un rookie. Le contexte aide, je suis d'accord. Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington, Miles Bridges. C'est une bonne équipe, c'est des bons joueurs, coachés par Borrego. Zeller aussi, qui est un bon joueur pour lui. Donc oui, ça aide, je suis d'accord. Moi, si tu veux, juste ceux qui m'ont un petit peu sur les rookies, Haliburton, je suis d'accord. Edwards, beaucoup trop de montagnes russes, mais moi, je suis désolé, le contexte Minnesota, j'ai du mal à évaluer n'importe quel joueur. C'est terrible, hein, mais j'ai du mal. Mais ça joue Après, déjà voilà. contre un joueur comme Karl Anthony Towns, donc contre Voilà. un rookie contre un rookie Après, comme voilà, le Edwards. nouveau coach lui met plus la balle en main. Donc, quand ça va bien, ça va ressortir de mille feux sur les stats et sur la production. Quand ça va mal, ça va être encore plus voyant en quelque sorte. Faut voir comment ils vont réintégrer, D'Angelo C'est Russell, ça. parce que là, il avait beaucoup la balle, puisqu'il y avait pas d'Angelo Russell, là, D'Angelo Là, il sort Russell du est banc, revenu, ouais. mais il est sur le banc, il sort du banc, mais il y a aussi Bisley qui est blessé, donc en fait, Exactement. on sait pas comment ça va se passer quand ils auront tout le monde. Tu vois, Complètement. on sait pas comment ça va se passer quand ils auront tout le monde. Mais d'ailleurs, j'avais une question pour vous par rapport à la Melo Ball. Vous êtes pas surpris, en fait, déjà 27% d'usage? Moi, ça m'a choqué. Je m'attendais pas à ça. Dans quel sens? Dans le sens où tu pensais pas qu'il en était capable ou tu pensais pas que Charlotte allait lui donner ça? Je pensais pas qu'il aurait pris autant déjà tout de suite à la finition des actions. Je voyais plus vraiment à la création, puisque autour, tu as beaucoup de joueurs qui finissent les possessions, mais je le voyais pas avec un usage aussi des près de presque 30%. La C'est blessure énorme. de Graham Moi, a je aidé, le je voyais pense. plus je voyais plus aux alentours de 20, 22, Ouais, tu vois, mais pareil. là, il est à 27. Pareil. Je pense que c'est un peu aidé la blessure de Graham. Ouais, je pense Et que c'est c'est le ça. Là. moment où il a commencé à monter parce que voilà, comme Tom t'a dit un truc super important, il a commencé par sortir du banc. Moi, si tu fais des stats contre des bancs, je te mets pas dans ce classement en fait. Tout simplement, je te mets pas dans ce classement. Et Lamelo, c'est un des seuls rookies pour moi qui, quand il a été mis dans le 5 de départ ou quand il jouait contre des 5 de départ, donc dans les fins de match, eh ben, il était positif. Donc, c'est pour ça Après, qu'il il a est devant bénéficié Edwards. de commencer comme contre des bancs, d'avoir pris de la confiance par rapport à son jeu probablement, C'est mais ça, tant mieux pour lui, hein, évidemment. complètement ce qui n'est pas arrivé Tout à le d'autres contraire de rookies. Wiseman, ouais. Wiseman Tout et le Killian contraire de Hayes. Wiseman. Wiseman et Killian Ouais. Hayes. Le contraire de ces deux-là. Tout à fait. Bon, Tom, tu avais évoqué cette question, je vais vous la poser maintenant avant qu'on passe peut-être à certaines mentions aussi, parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas cités qui auraient peut-être, qui le mériteraient peut-être. Mais effectivement, tu posais cette question. Quelle a été la décision la plus difficile à prendre sur ce classement? Il y en a plusieurs. Il y a eu quelques débats là, notamment sur certains profils. Tom, qu'est-ce qui pour toi été le plus casse-tête? Alors, les trois éléments qui ont été les plus difficiles. Alors, le premier, c'est la décision de mettre De'Aaron Fox seul dans un tiers, alors que, enfin, au final, c'est vraiment, j'entends très bien qu'on le mette dans le tiers avec les autres, voire même un tiers au-dessus. Mais je pense que c'est un biais que j'ai moi par rapport à ce joueur-là, et je l'assume totalement en fait, puisque il y a certaines choses qu'on apprécie chez certains joueurs. Donc du coup, c'est forcer le biais. Du coup, ça a été dur pour moi de le faire puisque même si je trouve une logique, c'est pas quelque chose qui est forcément facilement explicable et qui peut être compris de tout le monde en fait ce que j'ai voulu faire par là. La deuxième chose, c'est Porter Junior et Brandon Ingram en fait sur le dernier spot. Porter Junior et Brandon Ingram, là où tu as la notion de scalabilité en fait qui est importante pour Porter Junior. En fait, Porter Junior cette saison, il me rappelle en fait ce qui était Jason Tatum pendant sa première saison, sa saison rookie. C'était un peu le joueur un peu à la Otto Porter top 15 shooter super charge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va compléter en fait Porter Junior, il va scorer très efficacement sur des petites opportunités en fait. Il n'y a pas vraiment de plays qui sont créés pour lui. C'est-à-dire que il y a des opportunités, il prend les shoots et il est très efficace dans tout ce qu'il fait. Mais comme c'est pas forcément le catalyseur, ben, il se retrouve souvent avec un adversaire beaucoup plus faible. Il a jamais le meilleur défenseur adverse sur lui. Donc du coup, c'est quelque chose qui, pour moi, la notion de volume est très importante. Et du coup, la comparaison entre le fort volume qui a une très haute le fort volume qui a une efficacité haute moyenne avec Brandon Ingram avec quelques déficiences et le faible volume avec une très très haute efficacité, ça a été là aussi pour ces deux-là en fait le choix qui était le plus dur. Et puis mon dernier, c'est vraiment
pour Jaren Jackson Jr. de pas l'intégrer dans ce classement-là parce que, comme j'ai dit sur mes critères, en fait, vu que je prends les joueurs à l'instant T et qu'on l'a pas vu de l'année, je sais pas. J'ai trop d'inconnus. J'ai une théorie de ce que c'est, mais je ne sais pas. Très bien. Pour toi, Alan, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce classement? Mettre Trae Young dans la décision sur Trae Young, quoi. Hmm. Mais c'est un truc qu'on fait tous, surtout quand on analyse des jeunes, des drafts et tout. Au bout d'un moment, il y a des consensus et quand tu sors un peu des consensus, il faut avoir les épaules quoi pour dire vas-y bah oui moi je le mets aussi haut. Et ouais je me suis dit mettre Trae dans le lot avec les autres meneurs et tout ça et en fait non j'ai dit non pour moi il est au-dessus donc je trouvais de le mettre là et c'était aussi le quoi faire avec bah voilà c'est les trois guards quoi. Ce trio Fox, Ja Morant, Shay? Shea. Shea. Voilà. Mhm. Je pense que Shea est le meilleur des trois à l'instant T. Ouais. Euh, J'aurais dit Fox, mais ouais. mais on peut me dire Fox aussi, donc c'est Ouais, un peu ouais. plus dur, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, j'ai un peu le cas Trey, j'ai le même que toi, et dans l'autre sens que Tom, je sais que j'ai un biais, mais peut-être un peu négatif sur Trey Young, qui fait que je sais que je l'ai peut-être un peu bas sur certains points. C'était voilà, mais longtemps, il a fait un peu le yo-yo, et puis je me suis dit, comme tu disais, Alan, faut assumer ses biais aussi, et puis voilà, ça reste un classement personnel. Et dans un autre Complètement. style, il y a le profil de Bam pour moi, parce que justement, il sort tellement du reste des profils que j'avais du mal à savoir comment pondérer l'importance justement de cette unicité qu'il peut avoir, puisque t'as pas envie spécialement, ça va pas être ton option numéro un offensive comme peuvent l'être ceux des très hauts tiers, et en même temps t'as pas envie de le descendre trop parce qu'il a de par son unicité, il peut avoir une importance très très grande, notamment ce que je disais par rapport à l'adversité qu'il va avoir dans cette classe d'âge. Donc voilà, c'était un peu Il fait voilà. 28% des assists quand il est sur le terrain. Bam Ouais. Adebayo au stade. Il y a beaucoup de dribble and off aussi. Il y a C'est beaucoup de dribble and off, c'est ça. des choses avec Duncan Robinson qui sont, enfin, même si c'est une assist, mais enfin, si tu Ça veux, l'aide, c'est faut sûr. mettre, en fait, même si c'est une passe décisive, mais en vrai, c'est Duncan Robinson hein, qui fait la passe décisive. C'est pas la passe décisive qui met le shoot. Tu Ah, vois. c'est toujours certaines C'est limite statistiques des qui sont un stats. peu. Eh oui. Ouais. Et bah du coup pour finir quand même messieurs, comme je le disais, on peut quand même peut-être trouver quelques mentions, quelques joueurs qui sont dans justement vos tiers 5 ou peut-être pas loin. Hmm. On a mentionné les rookies, mais il y a d'autres joueurs qui pourraient être pas trop loin, des OG Anunoby, des John Collins. Ouais. Je sais pas qui veut citer. Vas-y Tom commence. Qui t'aurait aimé citer rapidement euh, autour de là Ben, entre 10 et les 20 deux, quoi. ouais, les deux que t'as dit là, OG Anunoby, John Collins, petite mention pour RJ Barrett par rapport à sa progression, d'où il part en fait par rapport à l'an dernier. Cette saison, alors même si c'est pas, pour moi c'est pas, comment dire, offensivement il est loin des joueurs qui sont là. On va dire ça comme ça. Offensivement pour moi il est loin des joueurs qui sont présents dans le classement, mais je trouve que c'est quelqu'un qui, d'ici 2 3 ans, enfin, sur l'attaque du cercle, des choses comme ça, je pense que le prochain, il a des chances d'être dedans. Ouais, il a une Vu belle sa progression. progression sur le toucher, hein, sur la finition près du cercle, où personnellement en année rookie je le trouvais catastrophique. Sauf quand il y a Jamorant qui arrive par derrière. Ouais. Ouais. Mais c'est un joueur que je trouve beaucoup plus intelligent sur le terrain et grosse différence par rapport à l'an dernier, je trouve. Il arrive à lire, en fait, les défenseurs qui sont pas sur lui. Il va lire les mecs sur les côtés pour ses timings quand il décide d'attaquer. Notamment, tu vois, sur les attaques du cercle. Il va bien observer, tu vois, le two-nining de l'intérieur de l'intérieur quand il va sortir dans la raquette ou s'il y a une action qui se passe à l'opposé pour choisir le bon timing pour attaquer le défenseur. Et vu que c'est un joueur qui a une très grosse force fonctionnelle, mais en fait, il bouge les mecs qui sont en face de lui, quoi. Et il va à l'endroit où il veut aller. Alors, c'est pas très joli, mais c'est efficace pour lui pour aller là où il veut aller. Très bien, il a bénéficié peut-être d'être à côté d'Elfrid Payton. Non, mais- pour améliorer sa lecture. Non mais hors plaisanterie, Alan, est-ce que tu avais d'autres joueurs à citer ou est-ce que tu veux parler un peu d'RJ Non, j'ai rien à ajouter. Darius Garland. Pour moi, Darius Garland. Et je l'ai devant Colin Sexton si on doit faire un classement. Euh, ouais, j'aurais Darius Garland devant. Jarrett Allen aussi. J'aime bien mentionner Jarrett Allen. Robert Williams, je suis désolé, mais Robert Williams,
Ne t'excuse pas, ne t'excuse pas. Regardez la création pour autrui, balle en main de Robert Williams. Les passes qu'il arrive à trouver pour un inter, c'est assez impressionnant. Ayton, comme l'a dit Tom. Barrett, je suis d'accord. Et j'avais qui d'autre? Kevin Porter Jr. Parce que même si J'en étais sûr. Oui. pour deux choses, parce que grâce à lui, Houston va avoir le first pick. Parce que quand tu donnes la balle à Kevin Porter Jr., autant ton attaque ne peut pas être bonne en NBA en 2020, T1. Mais je vois des choses chez lui. Je vois toujours des choses chez lui où je vais pas arrêter d'y croire avant qu'il ait 23-24 ans. S'il a 23-24 ans, mais en termes de création pour les autres et de création pour lui, il a un truc ce joueur. Donc je le garde dans ma zone, aller entre 17 et 25. Ouais, bon, vous avez cité la plupart des joueurs, voilà, dans cette zone autour de 10-15, et puis là, on va descendre un peu, mais voilà, quand j'ai fait la liste, je commence à Allez, regarder. dis Patrick Williams, vas-y. Je voulais commencer tranquillement avec Gary Trent parce que c'est un peu la mode en ce moment, parce qu'effectivement, il joue bien, même si voilà, il est quand même pas dans ce 10-15. Et effectivement, Patrick Williams, mais ça, c'est un rookie et il est encore très très loin de tout ça, mais en termes Il de est validé flash. par beaucoup de monde, hein, Patrick Williams. Ah mais tu me l'avais bien vendu et j'en suis très content. Non, c'est quelqu'un qui joue juste à son âge, qui se laisse pas intimider par les différents facteurs émotionnels, qui prend les bons cuts, qui est toujours présent en défense, au rebond, qui est adroit mine de rien, même si parfois il a tendance à un peu trop chercher son petit un dribble pull-up à 2 points. Bon, il y a plein de choses qui sont perfectibles, mais vraiment un super prospect et un mec qui dans les années qui arrivent, alors peut-être pas dès l'année prochaine, mais qui peut être une option 2-3, je pense, dans une équipe qui est très très importante des deux côtés. Donc effectivement, je place mon Williams aussi. Comme ça, on a eu chacun le nôtre C'est ça. au niveau des Williams. Il y a aussi un Lonzo, peut-être dont on aurait pu évoquer le nom, mais qui est un peu plus loin. Beaucoup. Voilà. Ah non, c'est bon. Beaucoup, c'est ça bon. c'est pour Pierre. Comme ça, on sait dit Pierre. C'est Effectivement. Pierre, ouais. Bon, bah on Pierre, arrive on au salue. bout du coup, Avec j'imagine, Vincent. de ce classement, messieurs. Il y aura évidemment de quoi parler pendant un moment. Donc si vous avez, vous, envie de discuter avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, notamment pour en parler, également dans les commentaires YouTube, hein, pourquoi pas, on vous lit toujours et ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On est aussi, bien sûr, toujours sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, c'est vous qui choisissez évidemment. La saison 2020-2021 elle continue, hein, on s'approche quand même progressivement de l'échéance finale, on a encore des choses à se dire. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Et merci messieurs. Merci à toi. Merci à toi. C'était Salut. top. Salut. Salut.